Ok, bonjour. Désolé, il a fallu que je parte ma caméra moi-même. Ma caméraman n'est pas encore debout aujourd'hui. Alors écoutez, on est vendredi et vendredi, ça va être les journées questions-réponses. Donc vous avez dans le fond toute la semaine pour m'envoyer vos questions en lien avec mes cours, en lien avec l'actualité. Dans le fond, le vendredi, ben, je prends une période pour répondre à ces questions-là. J'ai eu vraiment d'excellentes questions. Ça va un peu dans toutes sortes de sens. On va commencer par régler celles qui sont un peu plus en lien avec les cours à distance, l'école de façon générale. Alors, première des choses, la troisième étape. Écoutez, la troisième étape, c'est sûr qu'elle est passablement bouleversée, elle est passablement changée par la situation actuelle. La consigne qu'on a eue au niveau des professeurs, c'est qu'on ne peut vous envoyer que des évaluations formatives. Okay? Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que vous fassiez vos travaux comme si de rien n'était. On ne peut pas vraiment vous évaluer à distance et vous donner des notes avec ça. Donc, la troisième étape, c'est sûr et certain, du moins jusqu'au 1er mai, possiblement renouvelable par la suite, qu'on va avoir moins d'évaluations. Donc, est-ce que ça veut dire que les deux premières étapes vont compter pour toute l'année au complet? C'est possible. On n'en est pas nécessairement là à 100%, mais c'est très possible. Donc, pour ce qui est des évaluations que vous pourriez avoir à distance, elles sont formatives. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant de les faire. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas vous donner de notes pour ces évaluations-là, du moins pas au bulletin. Okay? Dans ce contexte-là, la troisième étape peut-elle compter pour 60% de l'année? Bien, pensez-y, la réponse c'est non. Pour le moment, moi j'ai une seule note pour la troisième étape. On venait de la commencer pratiquement. C'est la note que je vais mettre sur le COBA dans très peu de temps, d'ici une semaine. C'est votre première partie de votre travail d'équipe. Évidemment, ça va compter, mais ça ne peut pas compter pour 60% de votre année. Là, ça ne ferait aucun sens. Okay? J'espère que j'ai réglé cette problématique-là. Vous étiez plusieurs à m'avoir posé la question. Là, on rentre vraiment dans des questions plus en lien avec ce que j'ai fait comme cours jusqu'à maintenant. On a une question en lien avec les lois linguistiques et, dans le fond, la société québécoise. C'est une question qui me vient de Massimo Mazza. Et ce qu'il me demande, en fait, c'est vous avez dit que les démographes prédisaient dans les années 60 que si rien n'était fait rendu aux années 80, essentiellement, le nombre d'élèves dans les écoles anglophones aurait dépassé le nombre d'élèves dans les écoles francophones. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelles sont les perspectives linguistiques pour la société québécoise? Bien, je vais surtout me concentrer sur la ville de Montréal, parce qu'il faut comprendre que la très grande majorité des anglophones vivent à Montréal, et c'est la raison pour laquelle, dans le fond, ce qui se passe à Montréal est peut-être le principal terrain de bataille, j'ai envie de dire, de la loi 101 et des questions linguistiques. Alors, c'est assez intéressant. Première des choses, quand on regarde la situation actuelle, et je pense qu'à moins de me tromper, le recensement le plus récent qu'on ait, c'est 2016. Alors, je suis retourné voir les chiffres, et en 2016, il faut dire que 49,6% des gens, des Montréalais, disaient que la langue parlée à la maison était le français. 49,6, ça prend pas disons, un baccalauréat en mathématiques pour savoir que ce n'est pas une majorité. Mais attention, là où ça devient intéressant, c'est que ça dépend comment est-ce qu'on calcule les chiffres. Vous pouvez dire, oui, effectivement, moins d'un Montréalais sur deux a comme langue maternelle le français, mais la loi 101, c'est pas ça qu'elle veut faire. C'est pas de forcer les gens à avoir comme langue maternelle ou langue parlée à la maison le français. La loi 101 veut faire en sorte que la langue commune soit le français. Donc, le fait qu'il y ait moins d'un Montréalais sur deux, à peine, là, un Montréalais sur deux, on pourrait dire, dont le français est la langue parlée à la maison, c'est en fait, ce que ça veut dire, c'est que on a peut-être un 17-18% de Montréalais qui parlent l'anglais à la maison, mais on a pratiquement un 33% de Montréalais dont la langue maternelle n'est pas le français. Donc, ça ne fait qu'expliquer une diversification des langues d'origine ou des pays d'origine, disons, de la population montréalaise, mais tant et aussi longtemps que la langue commune est le français, que ce soit dans le travail, que ce soit à l'école, à ce moment-là, le français, on peut dire, est sur une lancée de croissance. Et c'est le cas. Donc, si vous voulez être pessimiste, vous dites, ben, il y a moins d'un Montréalais sur deux qui
parlent le français à la maison, mais si vous voulez garder un portrait d'ensemble, mais vous dites, écoutez, la langue commune, c'est le français et 80-83% des Montréalais la parlent très bien. En fait, la plupart des Montréalais, et ça j'ai regardé les chiffres aussi, je mettrai les liens dans les commentaires YouTube si vous le souhaitez, écoutez, la plupart des Montréalais parlent l'anglais et le français, et on a une très grande proportion aussi de Montréalais qui parlent 3 langues en fait, ou même 4. On est une des concentrations dans le monde, quand on regarde Montréal, les plus fortes de gens trilingues et au-delà. D'accord? Alors ça, c'est une richesse de Montréal. C'est vraiment intéressant en soi. Maintenant, si vous posez la question, qu'en est-il des anglophones? Bien, les anglophones, si on regarde dans la dernière année, ils ont dû concéder 2 écoles à des francophones. Autrement dit, la population étudiante francophone est en augmentation et celle des anglophones est en diminution. C'est quand même logique. Quand on y pense, la loi 101, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle permettait aux enfants dont un des 2 parents était allé à l'école en anglais au Canada, d'avoir accès à l'école anglophone. Mais si ce n'est pas le cas, par défaut, vous allez en français. Et il y a de plus en plus de parents anglophones qui, bien qu'ils aient le droit d'envoyer leurs enfants en anglais, décident de les envoyer en français. Donc, la population étudiante anglophone est en diminution, celle francophone est en augmentation. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que le français se porte quand même plutôt bien au Québec. J'espère avoir répondu adéquatement à cette question-là qui était super intéressante, très très pertinente. Deuxième question. Ça, c'en est une qui m'est envoyée par Taïka Bien-Aimé et vraiment, là, c'était une super bonne question. Est-ce qu'il y a des différences dans les systèmes de santé, et on va élargir même avec les systèmes politiques, dans la façon de répondre à la crise du coronavirus? Okay? Dans le système de santé, là j'y vais avec une réponse qui est bien personnelle. Je pense que mes amis médecins seraient un peu d'accord avec ça, mais écoutez, on est tous à essayer de se prononcer. C'est quelque chose qui est inédit, donc même les plus grands experts ne peuvent pas donner une réponse concluante à 100%. Mais si j'essaie de faire quelques comparaisons, le système de santé au Québec, et c'est le même au Canada, d'accord, est plus habitué à penser en termes de biens collectifs. Okay? Je vous donne un exemple. Si un patient qui a 85 ans, qui a un cancer du poumon, qui est fumeur, qui est sédentaire, qui a plein d'autres maladies chroniques, et qui a fait 2 infarctus, là, je sais que c'est un gros cas, là, mais mettons qu'on donne ça comme exemple, ce patient-là en tant que tel, si un médecin le traite, et il sait qu'il y a un traitement expérimental, mais qui coûte, disons, 200 000 est-ce qu'il va recommander pour ce patient-là un traitement expérimental pour son cancer? Peut-être que non, parce qu'on est plus habitué à penser en termes de ressources collectives. Tous les Québécois paient pour le système de santé, donc, est-ce qu'on préfère mettre cet argent-là sur quelqu'un de cet âge-là, ou une jeune mère de famille, par exemple, de 30 ans, qui s'alimente bien, qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui fait du sport, est-ce que dans ce cas-ci, ça vaut plus la peine? Ben, peut-être. Donc, on pense davantage en termes de ressources collectives et les médecins québécois n'accèdent pas aux demandes des patients automatiquement. Si un patient dit « moi j'aimerais ça avoir telle chose », c'est le médecin au final qui a disons, le mot final sur le traitement en tant que tel. Aux États-Unis, prenons les 2 mêmes cas. Vous avez le patient de 85 ans, fumeur, etc., mais qui est très riche. Eh bien, écoutez, s'il a l'argent pour se le permettre, forcément, on va lui donner ce traitement-là. Et dans ce sens-là, c'est un système qui est un peu plus individualiste et le système canadien un peu plus collectif. Moi, je pense que ça nous outille un peu mieux, et c'est pas le seul facteur, mais je pense que ça nous outille un peu mieux pour faire face, dans le fond, à une pandémie qui est forcément un problème collectif. Maintenant, au niveau des systèmes politiques, écoutez, il faut l'admettre, la Chine a des moyens que les démocraties n'ont pas. D'accord? Si on pense à la réponse chinoise, Xi Jinping n'a pas à s'embarrasser des droits de l'homme et des libertés d'un État de droit. Au Canada, on doit en tenir compte davantage, bien que, il faut l'admettre, vous comme moi, nos libertés individuelles ont été restreintes de beaucoup dans les derniers jours, les dernières semaines. Mais c'est surtout sur une base volontaire. Oui, on parle de plus en plus de désincitatifs ou carrément d'amendes qui pourraient être imposées à des gens qui ne respectent pas la quarantaine.
mais ça n'a rien à voir avec les mesures chinoises où là, carrément, l'État a forcé les gens à rester chez eux et de façon beaucoup plus répressive. Mais dans ce sens-là, la Chine était avantagée par rapport à nous qui avons des moyens, disons, plus limités pour forcer les gens et on doit composer avec leur liberté individuelle. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, ça veut juste dire que, pour une fois, c'est un avantage du régime chinois. On arrive au dernier point. Celui-là, il m'intéresse. Vous savez à quel point j'ai une passion pour la politique américaine. Mais écoutez, qu'en est-il des élections américaines? Alors, cette question-là nous vient d'Arthur Descrivant. Excellente question. Que prévoyez-vous, en fait, que voyez-vous dans la suite des élections américaines? Moi, je vois 3 scénarios, d'accord? Premier scénario, très très optimiste, rendu en septembre. Il faut savoir que les élections, c'est le 3 novembre 2020. Donc, imaginons que, vraiment, là, de façon presque fantastique et magique, la crise se résorbe. Donald Trump réussit à émerger de ça et, disons, on salue sa façon d'avoir composé avec la crise. L'économie, bien qu'elle ait été très très affectée, commence à reprendre. Et tout ça, donc, à l'automne 2020. Et à ce moment-là, dans le fond, ça pourrait l'avantager pour les élections de 2020. Mais ça, c'est un scénario excessivement optimiste. Je ne suis pas convaincu du tout que ça puisse se produire. Deuxième cas de figure, des élections par la poste. Pour tout le monde, d'accord? Donc pas en personne, mais carrément par la poste. Il faut savoir que Donald Trump avait déjà critiqué le système avec des fraudes électorales, alors qu'il n'y a aucune démonstration de ça lors de l'élection de 2016. Alors comment composerait-il avec des élections par la poste? L'autre chose, c'est que le momentum d'un Joe Biden et d'un Bernie Sanders, qui sont les 2 derniers candidats dans les primaires démocrates, est complètement, je vous dirais, amorti, là, est complètement annulé pratiquement. Plus personne ne parle des primaires. Il y a même également des États qui ont déjà reporté le vote de leur primaire. Je pense que la Louisiane en est un. Donc, ça chamboule beaucoup de choses. Mais disons qu'il y ait une élection par la poste, ça va dépendre vraiment de l'état de l'économie et ça va dépendre de l'état de la gestion du coronavirus. Si les opposants de Trump arrivent vraiment à lui faire porter le blâme sur la situation et si la situation s'empire aux États-Unis, ce qui est probable, à ce moment-là, ça pourrait avantager un Biden ou un Sanders, mais c'est pas mal sûr, ça va être Biden, le candidat démocrate. Dernier scénario, allons-y avec le scénario apocalyptique, d'accord? Et je vous donnerai également le lien dans les commentaires YouTube. Celui-là, j'ai dû me renseigner moi-même, mais c'est celui en fait d'une sorte de report des élections pour cause de catastrophes naturelles. Il faut savoir que techniquement, Trump n'aurait pas le pouvoir de lui-même reporter ou annuler les élections. De par la Constitution américaine, le 21 janvier 2021, il cesse d'être président américain. Donc ça veut dire que même s'il n'y avait pas d'élection, la Constitution américaine ferait quand même en sorte que le 21 janvier, il ne serait plus président. Alors il faudrait carrément un amendement à la Constitution pour qu'il reste président sans élection, ce qui est à peu près impossible. D'accord? Les démocrates sont majoritaires au Congrès, ils ne laisseront pas passer ça, donc oubliez ce scénario-là. Par contre, il faut savoir que le système américain, c'est un système du collège électoral. Okay? J'en ai parlé en début d'année. Vous vous souvenez, il y a 538 grands électeurs qui sont en lien avec la population de chacun des États. Et ces électeurs-là, dans le fond, si l'État vote majoritairement démocrate ou républicain, ben à ce moment-là, tous les grands électeurs vont dans un camp ou dans l'autre. Et ça prend 270 grands électeurs pour devenir président ou présidente des États-Unis. Ce qui se passe, c'est que de par la Constitution, ces grands électeurs-là, c'est dans le fond, ce sont les représentants, ou en fait ce sont plutôt les législatures des États qui décident dans le fond du système par lequel ils sont désignés. Autrement dit, tous les États actuellement demandent à leurs électeurs de quel côté voulez-vous voter, démocrate ou républicain, et à partir de là, on envoie donc nos grands électeurs dans le camp démocrate ou républicain, dépendamment de la volonté des gens. Mais techniquement, de par la Constitution, ils pourraient utiliser un autre système. Ils pourraient dire, nous, on est un État, de par notre législature, dans le fond, locale ou étatique, on est un État républicain, on décide d'envoyer les grands électeurs du côté républicain. D'accord? Techniquement, ils
pourrait le faire. Donc, si Trump arrivait à demander aux États, écoutez, peu importe, on ne fait pas voter les gens, décidez-vous, vous êtes les États en tant que tels, de quel bord vont les grands électeurs, et ça va être tout, ça va être ça, dans le fond, qui va déterminer l'issue présidentielle. Techniquement, il aurait le droit de le faire. D'accord? Les États pourraient répondre positivement à ça. Et le problème, c'est que au niveau des grands électeurs, il y en a 292 qui sont dans des États traditionnellement républicains. Ce qui veut dire que si on en vient à ça, ça garantirait un autre mandat pour Trump. Et la seule façon, politiquement, qu'il pourrait le faire, c'est de dire, on a un état d'urgence, c'est inédit dans le fond, l'histoire de la société américaine, ce qui est pratiquement vrai. Donc, je cancelle les élections, je demande aux grands électeurs qu'ils soient déterminés par les États. Vous envoyez ça donc au collège électoral, je gagne parce que les républicains sont majoritaires dans ces États-là, dans ces législatures-là au niveau des États, et je continue pour un autre mandat. C'est le scénario catastrophique. Vraiment, ce serait un grand problème pour la démocratie américaine. En ce stade-ci, disons, c'est pas celui que je prévois, mais j'étais étonné de voir que c'est possible. Si je peux prendre une comparaison, c'est un peu comme si vous aviez un match de basket contre une autre école, et la table, celle qui doit garder le pointage, décide quand ça lui tente de mettre des points d'un côté ou de l'autre côté. C'est pas comme ça qu'on devrait, disons, décider de l'issue d'un match de basket, pas plus que de l'issue en démocratie, mais ce serait techniquement possible. Écoutez, j'espère que ça fait le tour. Passez un bon week-end, pas de capsule avant lundi, et écoutez, ça va bien aller. Okay? Prenez soin de vous. Salut!